Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Ce contre quoi ils se battent est inévitable. Tu ne peux pas changer une démographie. Tu ne peux pas changer la volonté des musulmans de France à s'intégrer de plus en plus, à avoir de plus en plus de diplômes, à être de plus en plus qualifiés, à rentrer dans plus en plus d'écoles. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Asif. Ouais, comme ça. Ça veut dire quoi, Asif, en arabe? Est-ce que tu sais? Alors, il y a plusieurs significations. La première, certains se foutent un peu de moi en disant que c'est la rivière. Mais Asif, c'est plutôt un dérivé de Yesu Asaf, qui veut dire celui qui réunit. Voilà. Et donc, je préfère emprunter cette signification-là que la rivière. C'est beau, machallah. Je ne connais pas beaucoup de monde qui ont ce prénom-là. Je crois que tu es la première personne que je connais personnellement qui porte ce prénom-là, machallah. Asif, je suis très content de t'accueillir sur le podcast Muslim Makers. Je pense que tu vas pouvoir nous partager pas mal de ton expérience et ça va être utile à moi et à tout le monde, Inch'Allah. Inch'Allah. Pour commencer, je te propose de nous faire une courte présentation de qui tu es, où tu vis, ce que tu fais. Alors, je m'appelle donc Asif, celui qui réunit de préférence la rivière, et j'ai 34 ans. Je suis actuellement entre la France et la Californie parce que j'ai décidé de déménager en Californie pour des raisons qui sont assez diverses et variées. On ne peut pas m'étendre là-dessus, mais en gros, je suis avocat au barreau de Paris depuis 2014. Et puis, je suis conseiller légal étranger ici en Californie depuis quelques mois. Et l'idée, c'est que moi, j'ai toujours voulu faire du droit international. Et je me suis dit que ça, c'était le bon moyen, c'était de s'installer aux États-Unis, avoir un système un peu légal complètement différent, etc. Et donc, par ce biais-là, par le biais des États-Unis, ça me permet de pratiquer le droit international. Alors moi, ce que j'ai fait, je suis issu de l'école républicaine et laïque. Donc, j'ai fait toute ma scolarité dans le 93, dans un des lycées au Blanc-Ménil qui était classé avant-dernier de toute l'Île-de-France quand je l'ai quitté et qui est devenu aujourd'hui le deuxième ou le premier même lycée de toute l'Île-de-France depuis. Wow. Donc, je suis très fier. Je suis fier des professeurs qui ont travaillé dedans parce qu'ils se sont donnés corps et âme. Je suis issu de la filière technologique. Et donc, j'ai fait ce que l'on appelait à l'époque, je ne sais pas si tu as connu ça, toi, Abdelrahman, mais STTG, c'est-à-dire Sciences techniques tertiaires de gestion. D'accord. Je connais STG à l'époque, il y avait STG, mais STTG, non. Ouais, STG, c'était juste après. Et moi, STTG, c'était juste un peu avant. Et donc, je suis issu de cette ancienne école-là. Et donc, j'avais une prof d'expertise comptable qui m'avait dit, je me souviens, qui m'avait dit à un moment donné, mais Asif, la filière universitaire n'est pas destinée aux gens qui font des filières technologiques pour le baccalauréat. Et donc, c'est souvent le type de commentaire qu'on a. Bon, après, ce n'était pas nécessairement péjoratif de sa part, c'est juste qu'elle dressait un constat général, tu vois, des gens qui faisaient les filières technologiques, ils n'allaient pas nécessairement faire des études universitaires. J'ai eu un professeur de droit à l'époque qui s'appelait Jean-Christophe Delfort, qui m'a absolument passionné pour les questions de droit et que je remercie tout le temps dès que j'ai eu l'occasion de le faire, et qui m'a donné un conseil. Il m'a dit, Asif, arrête de bavarder et mets-toi au premier rang et écoute ce que je te raconte et peut-être que tu vas t'en sortir. Mais si tu ne le fais pas, tu vas tomber dans les lieux communs et ça, ce n'est pas bon pour toi. Et donc, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il a eu cette remarque spécifiquement à mon égard. Et donc, j'ai commencé vraiment à m'asseoir au premier rang, à suivre un peu ses conseils et puis j'ai réussi à sortir avec un baccalauréat dans la poche. Puis, j'ai fait mes études universitaires dans la... Tu avais des profs de droit au lycée? Ouais, parce qu'en fait, en STT, tu avais déjà une matière qui s'appelait économie droit, où tu fais un petit peu, tu vois, de tout ce qui est
bon, les grandes notions économiques, macroéconomiques et microéconomiques. Et puis en Mhm. plus, tu avais bon, des grandes notions de droit, quoi, très général, le droit Ok. civil, etc. Et Mhm. puis après, j'ai décidé d'aller en fac. La première année de fac a été très difficile pour moi parce que je sortais justement d'un baccalauréat technologique, et c'était vrai. Je n'avais pas vraiment un bagage littéraire qui permet d'écrire, qui permet de s'exprimer correctement, etc. Et à ce moment-là, je faisais un stage chez une avocate que je salue aussi par la même occasion, qui s'appelle Ghislaine Cadouche. Mhm. Euh, et Maître Cadouche, qui est ma consoeur maintenant, mais bon, ça me fait toujours un peu bizarre, tu vois, quand tu étais en première année de droit, tu faisais tes stages, tu l'appelais maître, maître, et puis après tu l'appelles consoeur. Bon. Mais c'est Mhm. elle qui m'a vraiment aidé parce qu'il y avait une personne qui venait à son cabinet qui s'appelait Dominique. Et c'est lui qui est devenu mon prof de français par la suite et qui m'a vraiment rééduqué à la langue française, qui m'a réappris toutes les notions élémentaires de la langue française. Et j'ai appris à aimer le français, à bien le conjuguer, à faire une syntaxe plutôt correcte. Et puis, je me suis retrouvé donc en deuxième année où j'ai eu des professeurs exceptionnels, comme Cécile, des chargés de TD exceptionnels qui m'ont vraiment aidé. Cécile Sodjo, je pense notamment à elle, qui m'a vraiment poussé pour que je puisse passer ces quelques années. Et puis je me suis retrouvé à la fin, regarde aujourd'hui, j'ai écrit 5 livres, alors que Mhm. j'étais parti pour ne pas être vraiment un littéraire, Mhm. par la grâce de Dieu. Euh, j'ai euh, j'ai fait 2 masters en droit Ouais. et 2 masters la même année. Mhm. J'ai fait l'école C'était deux d'avocat. masters. L'autre master, c'était quoi? Le premier master, c'est fusion-acquisition. Donc, Ok. très orienté droit des affaires. Et puis, le deuxième aussi, c'était du droit fiscal. Bon, c'était, à l'époque, je voulais vraiment faire de l'argent, comme on dit. Et puis, Ouais. et puis, voilà, tu vois, j'ai réussi à faire 2 masters en école de commerce, en université. J'ai réussi à obtenir mon concours d'avocat. J'ai prêté serment en 2014. Et puis, voilà, j'ai été projeté avocat. Et puis, après, j'ai commencé à exercer ma vie professionnelle. Et Mhm. puis, je me suis vite rendu compte que bah, j'étais un avocat qui aimait travailler seul, Mhm. ou en tout cas en ayant mon propre logiciel, tu vois, et que j'aimais pas qu'on m'impose des horaires, qu'on m'impose, tu vois, ce genre de choses. Et donc, je me suis lancé très rapidement. Au bout d'1 an et 7 mois, je me suis lancé, j'ai ouvert mon cabinet qui s'appelle Cabinet Arif en 2016. Donc, j'ai prêté serment en 2014. 2016, je lance mon cabinet jusqu'à 2020, jusqu'au coronavirus. Coronavirus arrive, bon, je décide de m'implanter à l'international, donc d'avoir un cabinet franco-américain. Et voilà comment je me retrouve aujourd'hui à faire du droit international, à faire un peu, à faire tout ce qui est demande de visa pour les Américains qui veulent aller en France. En fait, ce qui me plaît dans le métier, c'est que je travaille à la fois en France avec mes dossiers que j'ai l'habitude de faire, Ouais. des droits des étrangers, du contentieux, etc. Bon, je n'ai pas la possibilité de tous les plaider parce que je les plaide que quand je suis en France, ceux que je peux plaider. Mais j'ai l'occasion de toujours travailler la matière française et puis la législation française. Et puis à côté, je travaille vraiment avec des Américains qui veulent s'implanter en France, qui ont des projets d'implantation en France avec des vraies questions économiques, des vraies questions d'investisseurs, Mhm. des vrais sujets intéressants qui permettent de faire rayonner la France à l'international. Donc, je suis très Mhm. fier de faire ce métier. Je suis passionné par mon métier et puis voilà, je suis très content de ce que Dieu m'a donné jusque maintenant. Ok, bah, merci beaucoup pour cette présentation qui est assez claire. J'aimerais revenir juste sur tes motivations quand tu as décidé de continuer dans le droit. Est-ce que c'était purement lié à tes rencontres, le professeur de droit, etc., qui t'a poussé, qui t'a inspiré? Euh, donc, c'était la première question. Et la deuxième, c'est quel a été aussi le rôle de ton entourage, donc la famille, les amis? Est-ce que ça a eu un impact aussi? Écoute, je pense que il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et puis, il faut dire les choses, c'est que mes parents sont issus de la première génération d'immigrés qui sont arrivés en France de la communauté indo-pakistanaise. D'accord. Et ils n'avaient pas nécessairement une compréhension de comment ça se passe, etc. Ils se disaient que j'étais un étudiant plutôt mauvais,
parce que c'était le cas. Hein. J'étais assez mauvais jusqu'en terminale. Mhm. Et il disait que bon, j'allais peut-être trouver un taf, tu vois, à droite, à gauche. Bon, j'allais me démerder comme ça. Et puis, je pense que pour un musulman, il y a deux choses. Il y a la grâce de Dieu, nécessairement, qui joue. Mhm. C'est-à-dire qu'on sait très bien que toute destinée est aussi imbibée par la grâce de Dieu. Et donc, je pense qu'elle a joué un rôle fondamental en ce qui concerne mon parcours. Mhm. Euh, et pas seulement au moment de la fac, mais à plusieurs reprises tous les niveaux. Mais il y a aussi le fait que ce professeur de droit, qui s'appelle Jean-Christophe Delfort, tu vois, il est venu me chercher quelque part. Et Mhm. il m'a dit, en fait, encore une fois, je te le répète, hein, je ne sais pas pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, mais il est venu me voir en me disant, écoute, moi, je pense que je crois en toi et tu devrais te mettre devant. Et en fait, je pense que parfois, tu vois, en étant étudiant, c'est peut-être con, mais tu as peut-être besoin d'un prof comme ça, Mhm. qui croit en toi, qui se dit, non, mais ce gars-là, je vais le prendre par la main et puis je vais lui dire de venir, tu vois. Ouais. Puis je vais le faire asseoir sur les bancs de l'école. Et puis c'est ça l'école de la République. Et c'est ça que moi j'ai connu, tu vois. Mhm. Moi j'ai connu cette ambiance-là. Et puis j'ai connu cette école à un moment où, si tu veux, à un moment où mon lycée était au plus bas de son score. Mhm. Les gens, à la limite, les profs se disaient écoute, de toute façon, au point où on est ce lycée, tu vois, maintenant j'imagine par quoi ils pensaient, comment ils pensaient, qu'est-ce qui traversait leur esprit. Mais ce gars-là a cru en moi et je trouve que pour ça, je le remercierai jamais assez. J'avais toujours contact avec lui, puis après j'ai perdu contact, puis il n'est pas très téléphone apparemment. Bon, il est assez jeune, ce prof, mais il n'est pas très téléphone, et donc bon, c'est un peu compliqué de l'avoir, mais j'ai aussi mon prof de compta, lui pour le coup, il est sur mon Facebook, donc il sait un peu ce que je fais, etc. Mais Mhm. celui qui m'a vraiment poussé, c'est vraiment Jean-Christophe Delfort, effectivement. D'accord. Et il y a ce côté professeur qui est venu chercher son élève. Le métier d'avocat, souvent, c'est un métier que les gens prennent parfois par vocation. Enfin, ce que je peux voir autour de moi, les avocats que j'ai pu rencontrer, c'est soit, du coup, ils le font par vocation, par sentiment de justice, et soit c'est pour pouvoir suivre une voie où ils peuvent faire beaucoup d'argent, beaucoup travailler, mais se faire beaucoup d'argent, notamment en droit des affaires. Toi, actuellement, je vois que tu es impliqué un peu dans les deux. À l'époque, tu pensais à quoi quand tu as rejoint le droit? À l'époque, je pensais que, honnêtement, j'étais jeune. Bon, Hmm. je suis toujours jeune, j'espère. C'est Mais toujours jeune, si tu je voulais, l'affirmes. je voulais faire de l'argent. Ouais, Hmm. tu vois, quand tu sors à 26, 25, 26 ans, le premier truc, c'est que tu veux donner des horaires pas possibles à un cabinet d'avocat. Et puis tu veux faire de l'argent, de l'argent, de l'argent. Bon. Mais après, moi, je me suis très vite rendu compte que mon métier ouvrait d'autres canaux qui étaient incroyables. Qu'on n'était d'abord pas obligé de faire le droit des affaires, c'est pas une obligation. Hein. Tu peux faire de l'argent autrement. Et puis, j'ai toujours fait un peu de droit des étrangers, un peu de droit des libertés publiques. J'étais assez proche de ces milieux-là, naturellement, de par ma communauté, de par plein d'engagements que j'avais à droite à gauche qui faisaient que j'étais dans les milieux un peu droits de l'homme, voilà, je connaissais un peu comment ça se passait, etc. Je connaissais un peu la procédure d'asile, etc. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans asile, immigration. J'ai fait quelques Hmm. dossiers, et puis après j'ai été passionné par le truc, et puis je me suis dit non, je vais lancer mon cabinet, puis je vais faire. Les gens me disaient toujours, mais tu vas faire le grand écart entre deux matières qui n'ont rien à voir l'une avec Ouais, l'autre. c'est ça. Ouais. Hmm. Et donc, ça va être très difficile pour toi de maintenir une certaine cohérence dans la ligne de ton cabinet. Ce qui est vrai et pas vrai. J'ai connu des avocats, moi, regarde, si tu prends la majorité des grands cabinets Hmm. aujourd'hui la majorité des grands cabinets qui font du droit des affaires et des fusions-acquisitions, ils vont faire des fusions-acquisitions, mais ils vont faire des dossiers qu'ils appellent des dossiers pro bono, Ouais. c'est-à-dire des dossiers gratos qui font pour la gloire, en gros. Et donc, ces dossiers-là, c'est quoi? C'est souvent des dossiers au pénal.
Ouais, C'est souvent des dossiers de droit des étrangers, où c'est ouais. souvent. Voilà. Et donc, c'est pas impossible. Si eux peuvent le faire, ça veut dire que quelqu'un Hmm. peut le faire. Je pense que, en fait, la rigueur que te donne le droit des affaires, elle est intéressante, mais j'ai toujours trouvé qu'il manquait au droit des affaires. J'ai toujours trouvé que le droit des affaires était un droit euh, d'autosatisfaction. Tu vois, Hmm. c'est-à-dire que c'est un avocat qui rédige un contrat et qui va dire ah, mon contrat il est génial, il est blindé de chez blindé, tu peux pas mieux faire, donc il faut que tu suives ce type de contrat-là et ce modèle-là. Hmm. Et alors qu'un contrat n'est valable ou ne porte n'a d'intérêt pratique que lorsqu'il est soumis à la critique d'un juge. Et donc, il manquait Hmm. tout cet aspect judiciaire du contrat. C'est-à-dire comment le contrat va être interprété, comment il va être regardé, comment les clauses vont vraiment être lues, comment une personne qui n'est pas dans le contrat ou qui est neutre va pouvoir lire la rédaction contractuelle. Et donc, c'est pour ça que je me suis toujours dit, tu vois, que je manquais un bagage contentieux. Et donc, je me suis lancé dans le contentieux. Et après, j'ai plus lâché le contentieux parce que moi, j'adore ça. D'accord. J'adore la bagarre, tu vois, et le contentieux, c'est ça, c'est de la bagarre avec des écrits interposés. Hmm. J'adore contester les arguments d'État, j'adore contester les obligations qui viennent du ministère de l'Intérieur. C'est pas que c'est ma grande passion, hein, mais bon, c'est un peu le ministre de l'Intérieur qui est le ministre des naturalisations, de l'asile et puis de l'immigration. Et donc, bah voilà, je me suis naturellement je fais ce genre de matière, du droit international des étrangers et du droit des étrangers. D'accord. Bah, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant de pouvoir, parce qu'on a souvent cette vision en France que, en fait, quand on fait quelque chose, on doit être hyper spécialisé, on doit se focaliser sur une seule chose. Alors qu'en fait, il y a plein de personnes, notamment toi, moi aussi, j'aime beaucoup, je suis très curieux, j'aime bien regarder un peu, plus, je suis intéressé par plusieurs domaines et je trouve ça dommage des fois de se fermer une voie ou d'autres sujets qui nous intéressent juste parce qu'on pense que c'est pas possible d'allier plusieurs choses à la fois. Entièrement d'accord. Et puis le droit, c'est quand même quelque chose qui est flexible, hein. Hmm. On n'est pas obligé de faire du droit pénal toute sa vie, et puis on n'est pas obligé de faire du droit des affaires toute sa vie. Alors, c'est pas obligé, mais quand on travaille dans un cabinet, c'est compliqué par exemple, faire 10 ans de droit des affaires et de changer d'un coup. On a, entre guillemets, pas de légitimité, enfin, en tout cas pour les autres cabinets, de pouvoir les rejoindre dans le droit pénal, par exemple. Écoute, je vais te raconter une anecdote assez marrante. J'ai Mhm. été un jour interviewé par un cabinet d'avocats qui s'appelait, je crois que c'était chez Red Smith, c'est un gros cabinet d'avocats d'affaires, pour mon stage final à l'école d'avocat. Et au moment où j'arrive là-bas, il y a un associé, enfin, il y a deux collaborateurs qui me reçoivent et qui bon, me font l'entretien, etc. Puis, bah, tu sais, ils te laissent leur carte à la fin. Et Mhm. puis, toi, naturellement, quand tu rentres chez toi, tu les googles, tu regardes un peu qui c'est, et puis, tu vois, tu... Et puis, moi, j'ai gardé sa carte. Je ne l'ai pas googlé, le mec, parce que bah, je venais de le rencontrer, donc je savais qu'il était collaborateur chez Red Smith. Mais un Mhm. jour, en sortant mon portefeuille, plus tard, quelques années plus tard, j'ai retrouvé sa carte. Je me suis Mhm. dit, tiens, tiens, qu'est-ce qu'il devient ce gars-là? Tiens, on va regarder, il est dans quel cabinet, etc. Peut-être que je peux postuler, tu vois. Vraiment, tu fais tes petites stratégies, quoi. Et je tape son nom, et figure-toi qu'il était en Californie et il dirigeait un club de rugby. Donc tu vois que le 360 degrés, bon allez, pas le 360 parce que tu reviens là où tu es, mais le 180 degrés, tu vois, tu peux le faire, hein. Et puis si tu peux passer du droit des affaires au rugby, je pense que tu peux passer du droit des affaires au droit des étrangers, honnêtement. C'est pas non Ouais, plus, la c'est pas distance non est plus plus, courte. ouais, voilà, la distance est plus courte. Voilà. D'accord, très bien. Facile, j'aimerais bien parler un petit peu du coup, ce que tu fais à côté, parce en même temps de ta profession d'avocat, tu as une passion, je pense, qui est l'écriture. Alors, je ne sais pas si tu fais ça pour pouvoir transmettre un message, peut-être que c'est une forme d'activisme ou je ne sais pas. Si tu peux nous parler un petit peu de ton activité d'écrivain, quand est-ce que ça a commencé, pourquoi tu as commencé ça et quels sont les différents messages que tu as voulu transmettre à travers ces livres. Écoute, ça a commencé dès 2014, parce que c'est là où j'ai écrit mon premier bouquin qui Donc, tu venais concerne. juste d'avoir le barreau. J'avais même pas encore le barreau, j'étais encore en stage final de mémoire. D'accord, ok. Euh, et j'avais finalisé mon bouquin et j'avais trouvé l'éditeur et je me souviens même que sur sa couverture, il y avait écrit élève avocat à l'arrière. Donc, j'étais pas encore avocat. Et puis, j'ai fait changer avec le temps. Et c'était pour faire passer un message, celui de ma communauté,
qui était persécuté au Pakistan. Et donc, j'ai écrit un premier livre sur ça. Et après, j'ai eu l'occasion de co-rédiger un livre sur le terrorisme avec un professeur qui s'appelle Sébastien Boussois. Lui est plutôt une acception belge. Et moi, j'étais français. Et puis, bon, je défendais certaines idées à travers ce bouquin. Et ces idées étaient déjà à l'époque de la publication de ce bouquin, en 2015 ou 2016, hein, peu de temps après les... Non, en 2015, peu de temps après les attentats, peut-être 2016, parce que les attentats, c'était le 11 novembre, 13 novembre, pardon, et donc 13 novembre, c'était fin d'année, donc je pense qu'on l'a publié l'année d'après, et je pense que c'était 2016. Donc 2016, j'ai publié ce bouquin où, en gros, moi, je disais déjà dès 2016, après l'état d'urgence, après tout ce qu'ils avaient fait, que on assistait à une pente glissante dangereuse en France, où on mélangeait des notions conceptuelles qui allaient aboutir à terroriser, au sens littéral du terme, tout musulman pratiquant, c'est-à-dire à le transformer en terroriste en puissance. Et on en prend en fait, si tu veux, c'est une pente qui est comme ça, et on est en train de glisser, et personne n'est là pour dire stop. Personne n'est là pour siffler dedans. Et en fait, si tu veux, ça avait déjà commencé avec les attentats. Ça n'avait pas commencé avec Charlie Hebdo parce que c'était un peu calmé, mais le 13 novembre, ça a été vraiment le coup de grâce qui a permis à Valls de se lâcher, qui a permis à plein de... Bon, on est arrivé dans une séquence politique qui était abominable. Et donc, à ce moment-là, moi, j'avais dit que, attention, parce qu'à l'époque, c'était le salafisme encore. Ouais. Maintenant, c'est le salafisme, on n'est même plus au salafisme, hein. Maintenant, c'est islamiste, salafiste, frères musulmans, tout est mélangé, tu vois. Enfin, des thèses sur lesquelles des gens ont travaillé pendant toute leur carrière, tu vois. Sur quelle est la différence entre salafisme et frères musulmans, les médias viennent nous l'expliquer en 2 minutes dans un article de 180 mots, quoi. Tu vois, on en est là. Et donc, je disais toujours, attention, Samir Amghar avait posé une nomenclature du salafisme et avait dit que tous les salafistes ne sont pas mauvais. Au contraire, certains salafistes étaient plutôt bons pour la France parce que c'était des salafistes pratiquants qui respectaient la France, qui respectaient les lois, tu vois. Et tout le monde n'est pas salafiste djihadiste. Tu vois. Et donc, et moi, je critiquais même l'usage même de djihadistes, tu vois, je critiquais tous ces usages qui étaient des usages malsains pour critiquer une religion, pour s'attaquer à une religion gratuitement. Et donc, on est arrivé à une période de temps où, bon, moi, j'ai écrit ce bouquin où je dis, voilà, pour moi, les attentats ne trouvent pas leur cause dans uniquement comme ça le conflit syrien, la haine de la France, la détestation de la France, pas du tout. Je pense que les attentats trouvent leur cause dans une remise en cause plus générale de la jeunesse. Et je disais que cette remise en cause plus générale de la jeunesse, elle trouve d'abord, elle trouve son origine dans les années 90, mais elle a surtout été à son apogée pendant les émeutes de banlieue, où les banlieues essayaient de faire passer un message au pouvoir politique que le pouvoir politique ne voulait pas entendre. Ouais. Et donc, on a assisté peu à peu... Sous Sarkozy, tu parles. Exactement. On a assisté, ouais, les racailles, on va vous les laver au Karcher et toutes ces histoires, tu vois, qui ont créé une ségrégation entre les populations en France et donc qui ont nourri quelque part un discours radical. Parce que de toute façon, quand il n'y a pas de réponse du politique, nécessairement, la voix que l'on adopte, c'est une voix radicale. Et les émeutes dans les banlieues étaient déjà un signe d'alerte. Le gouvernement, c'est là qu'il fallait qu'ils les entendent, les jeunes. Et qu'ils leur disent, non mais attendez, on va s'asseoir avec vous, on va vous demander, mais qu'est-ce qui ne va pas, tu vois. Et ce n'est pas aujourd'hui, quand Borloo arrive avec un plan pour les banlieues de 2 milliards, où Macron, il dit, bah, je vais certainement pas mettre 2 millions dedans, tu vois. Et c'est pas comme ça que ça marche. Les choses sont quand même un peu plus complexes. La sociologie des populations est bien plus complexe que 2 lignes dans le Figaro, écrites par des polémistes qui veulent juste vendre leur bout de papier. Et il faut reconnaître la complexité du monde dans lequel on vit. Il faut savoir affronter la complexité du monde dans lequel on vit. Et moi, j'avais critiqué ça. Si je peux juste t'interrompre. Ouais,
sûr. La France est tout à fait capable de mettre en avant des personnes qui savent réfléchir et qui savent analyser ce type de problème. Il y a une volonté derrière, j'ai l'impression, de mettre en avant des messages simplifiés, enfin, qu'il y a une volonté politique ou une volonté des médias, je ne sais pas, de simplifier le message et de le rendre le plus simple possible. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bien sûr. Et puis, on utilise le fameux, oh, de toute façon, plus personne ne lit. Donc, on utilise cette fameuse rhétorique bon, qui est absolument ahurissante. Et puis surtout que quand tu vas dans le métro à Paris, tu vois que les gens ont quand même pas mal de bouquins ouverts et que ça va en termes de lecture dans les zones urbaines, ça lit. Il suffit d'écrire quelque chose d'intéressant. Et donc la lecture, au lieu de la remettre au goût du jour, aujourd'hui on a une éducation nationale qui s'est mise aux écrans et aux iPads, etc., ce qui n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire quand tu veux conceptualiser des notions et quand tu veux vraiment enseigner quelque chose, tu vois, à la jeunesse. Enfin, après, les nouvelles technologies peuvent être servies à bon escient, etc., ça je ne le conteste pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une volonté des Français de s'éduquer sur un certain nombre de sujets. Et l'islam en fait partie. Pourquoi l'islam en fait partie? Parce que quand il y a eu les attentats de 2015, qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Nous, on disait, tout le monde criait islamiste, islamiste, islamiste. Ben, le livre le plus vendu en France, c'était le Saint-Coran. Ouais. Donc, ça veut bien dire qu'il y a une volonté de la population française de s'éduquer sur ce qu'est l'islam et sur ce que dit le Coran et sur ce qu'on lui fait dire. Il n'y a jamais eu, je crois, autant de conversions depuis. Et donc, tout ça, ce sont des choses que l'on fait, bien entendu, on les omet volontairement dans le débat public, parce qu'on veut créer un ennemi imaginaire, ça a toujours été le même cas, parce qu'il y a des intérêts financiers énormes qui sont en jeu. Il ne faut pas nous prendre pour des cruches. On sait très bien que les milliardaires voudront toujours continuer à gagner des milliards en vendant de la polémique, et que les vrais sujets ne seront jamais vraiment traités. Et aujourd'hui, les dérapages que tu as sur CNews, que ce soit Cyril Hanouna, que ce soit, bon, peu importe toutes ces émissions en fait, de divertissement-débat, ça te démontre bien une chose. Regarde, aujourd'hui, le débat est devenu un divertissement. Ce n'est plus quelque chose pour comprendre, pour analyser, pour évoluer. C'est celui qui sort la plus grosse punchline. Exactement. C'est devenu un divertissement, c'est devenu de ce que les Anglais appellent du entertainment. C'est-à-dire, on est là pour amuser la galerie, tu vois, en gros. Et donc, ce qui est très dangereux parce qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus complexe, qui est de plus en plus armé aussi par les réseaux sociaux, etc., où on peut avoir accès à tellement d'informations. Et le fait que quand les populations ne trouvent pas leur information dans les médias mainstream, dans les grands médias français, où est-ce qu'ils vont aller le chercher? Ils vont aller le chercher sur les réseaux sociaux, dans les médias alternatifs. Et dans les médias alternatifs, tu as tout et tu as n'importe quoi. Tu vois et donc, ça polarise. Et au final, on a une partie qui s'affronte avec une autre. Et je pense, et ça m'amène un peu dans la discussion à mon troisième bouquin qui est sur la laïcité. C'était exactement pour ça que j'ai écrit ce bouquin sur la laïcité, où j'ai dit, mais attendez, les gens, A dit la laïcité, c'est ça. B dit la laïcité, c'est ça. Mais je dis, mais que dit le droit? Que dit la loi? C'est la loi qui définit un état de fait, un ordonnancement juridique, tu vois, déterminé. Eh bien, j'ai regardé la loi, j'ai analysé la jurisprudence, et puis j'ai produit un livre sous forme de 50 fiches où on explique quel est le rapport entre les uns, entre les autres, etc. Bon, et puis voilà, histoire de rappeler ce qu'est le droit. Ouais. Parce que la laïcité, c'est un principe juridique de neutralité de l'État. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on mélange un peu, quand il y a des débats télévisés ou autres, on sort un peu le droit quand ça nous intéresse. Et quand le droit ne répond pas à ce qu'on veut, on sort notre opinion personnelle. Et on ne fait pas la différence. On ne dit pas genre ça, c'est mon opinion et ça, c'est le droit. On mélange tout ensemble et on fait croire que c'est le droit, par exemple. Et ça, je trouve que c'est assez malhonnête de la part des personnes qui interviennent. Regarde, on parle souvent de laïcité. Quand on parle de laïcité, on dit ouais, mais c'est le droit des femmes. Le droit des femmes et de la laïcité. C'est la laïcité, c'est le droit des femmes, c'est le droit de ceci, c'est le droit de cela. Or, la laïcité, c'est pas le droit des femmes. En 1905, quand la loi elle a été votée, les femmes n'avaient même pas le droit de vote.
Donc, tu vois, il n'y a rien de droit des femmes qui est lié avec la laïcité. Au contraire, on sait même par opinion publique qu'en 1905, si les femmes avaient voté, elles auraient voté contre la loi de 1905. Si les femmes avaient eu le droit de vote, la loi de 1905 ne serait même pas passée. Si les femmes étaient amenées à voter cette loi, par référendum ou peu importe. Et donc, on voit que, parce que c'était des conservatrices à l'époque, les femmes, Ouais. tu vois, et donc, on aboutit à une situation ubuesque où on a rapproché deux notions qui n'ont rien à voir. Ça ne veut pas pour autant dire que le droit des femmes est quelque chose à ignorer, pas du tout. Ça veut juste dire que le droit des femmes est quelque chose, est un ensemble de règles qui est distincte de celle de la laïcité. La laïcité, c'est un principe de non-discrimination de l'État. C'est, écoutez, les gars, aujourd'hui, on ne va pas parler de religion quand on représente l'État, parce que sinon, on risque de différencier entre un juif, un musulman, un chrétien, un bouddhiste, tout ce que tu veux, un hindou, tu vois, voilà. Donc, un zoroastrien. On risque de différencier parce que si on laisse nos pulsions religieuses dépasser, prendre le dessus sur notre rôle qui est de service public, c'est là, je parle de quelqu'un qui représente l'État. Et bien, à ce moment-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dépasser notre rôle et on va créer une discrimination de fait. Et pour éviter cette discrimination, ben, l'État dit que ceux qui représentent le service public, ben, ils sont neutres. Ils n'ont pas le droit d'afficher une couleur, une religion particulière. Et donc ça, c'est un principe qui se tient. Mais aujourd'hui, on a tendance à laïciser la société. Et il est là le problème. Très bien, Asif. Écoute, donc tu nous as parlé de 3 de tes livres. Il y en a 2 derniers, si tu peux les évoquer rapidement. Il y en a un sur Zemmour, il me semble. Il y en a un sur Zemmour. Et puis, avant celui sur Zemmour, j'avais déjà un peu placé le décor de Zemmour dans un bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Être musulman en France et qui décrivait un peu la difficulté d'être musulman en France parce que moi-même, j'ai été à l'origine d'une polémique juste après la sortie de mon bouquin sur la laïcité, qui était présenté par Jean-Louis Bianco, qui était président de l'Observatoire de la laïcité. Et donc, automatiquement, je me suis mis dans l'arène politique sans le vouloir, et je suis devenu le voileur de petites fillettes dès l'âge de 7 ans. Donc, j'étais celui qui voulait à tout prix voiler les petites filles dès l'âge de 7 ans, parce que j'ai participé à un programme où il y avait 2 imams qui répondaient à une question d'un Ivoirien qui disait comment je peux enseigner à mes filles les bienfaits du voile. Et donc, c'est une question que beaucoup de musulmans, de parents musulmans se posent, hein, malgré le fait qu'on s'extasie à longueur de journée sur le voile, le voile, le voile, et qu'il ne faut pas le faire porter aux petites filles, il ne faut pas le faire porter aux petites filles, oui, d'accord, mais ça n'empêche pas que des parents musulmans peuvent et ont le droit de se poser la question de comment ils vont enseigner les valeurs de l'islam. Et si pour eux, le voile est une des valeurs qui est véhiculée par l'islam, ils ont tout à fait le droit de se poser la question de comment la véhiculer à leurs enfants. Et le droit à l'éducation, pour information, il faudrait leur, juste pour le rappeler, c'est un droit qui est fondamental. Et une éducation religieuse, c'est un droit qui est prévu pour les parents par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, ça ne pose aucun problème dans aucun autre pays à part la France. Ça ne pose aucun problème dans un autre pays à part la France. Et peut-être le Québec, voilà, avec voilà, qui font un peu du zèle et même les Québécois, le voile, c'est pas non plus leur obsession primaire. Tu vois, c'est plutôt le patrimoine linguistique et ne pas perdre le français comme langue de définition identitaire, etc. Bon, mais allez, pour donner du crédit à la France, on va leur dire le voile, c'est le truc des Québécois et des Français. Mais nulle part ailleurs dans le monde, ce problème existe, ce problème particulier qu'il y a avec le voile. Et donc, écoute, on fait avec, et puis ils ont fait une polémique sur moi, ils m'ont dit, voilà, je voulais voiler les petites filles dès l'âge de 7 ans. Dès l'âge de 7 ans, parce que dans le clip, tu sais, dans la vidéo, il parlait de trucs, il faut les enseigner, comment il faut enseigner, etc. Et puis, ils m'ont fait tout un truc. Je pense que ce n'était pas pour m'attaquer moi, penses-tu? C'était pour attaquer directement l'Observatoire de la laïcité et pour dire qu'ils étaient associés à des
un grand islamiste en puissance que je suis, apparemment, selon eux. Frère musulman. Un frère musulman, alors que bon, aucun lien avec les frères musulmans, et l'histoire de la communauté qui n'a rien à voir. Bon, c'est voilà, les trucs classiques qu'on ressort à tout musulman qui finalement veut venir sur la place publique, parce que c'est aussi un bon moyen de délégitimer la parole musulmane. Tu vois, dès qu'on s'exprime quelque part, c'est ah mais c'est un frère musulman, ah mais c'est un musulman, ah mais il veut pratiquer sa religion, ah mais il fait les 5 prières par jour, ah bah, oh pardon, tu vois, maintenant il faut s'excuser de quasiment pratiquer ta religion, quoi. Et puis on en est arrivé à un point en France où il n'y a plus aucun politique qui est prêt à soutenir une personne parce qu'il pratique sa religion. Mais enfin, c'est gravissime, quoi. Je veux dire, dans aucun autre pays, ce genre de choses n'arrive. Aucun autre que uniquement réservé pour la France et les Français. Donc, il faut qu'on sorte de ça à un moment donné. Il faudrait qu'on comprenne qu'on est isolé sur la scène européenne et sur la scène internationale. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça à être le pays qui connaît la plus grosse population musulmane d'Europe et à renier à toutes ces femmes qui souhaitent porter le foulard en conscience, peu importe comment elles le souhaitent le porter. Si elles souhaitent, à partir du moment où elles disent je veux le porter par choix, peu importe les raisons, peu importe le pourquoi du comment, elles ont le droit de le porter en France. Et il ne faut pas qu'elles soient discriminées pour leur travail, parce qu'elles travaillent dans une crèche, parce que, tu vois, aujourd'hui, parce qu'elles font du sport, parce qu'on va dehors, parce que ceci, parce qu'elles vont en marché, parce que... Mais tu vois, ça devient du n'importe quoi, quoi. Enfin, on ne peut plus manger halal, on ne peut plus prier 5 fois par jour, on ne peut plus créer de mosquée parce que sinon c'est la reconquista façon espagnole qu'on est en train de la faire en France. On peut plus, on a des têtes de porc tous les jours. Dans une mosquée, on a des tangs antisémites, racistes, islamophobes, tout ce que tu veux, anti-musulmans, on t'appelle ça comme tu veux dans des mosquées, et puis on n'a pas le droit de les critiquer, on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de le dire, parce que sinon on fait de la revendication victimaire, cher monsieur. T'imagines ? Enfin, on vit dans ce pays est quand même en train de se bouffer, quoi, intérieurement, et ça fait mal au cœur de le voir parce que je pense que je pense que les musulmans sont peut-être les plus loyaux à la France et que ça s'était vu lors de la Seconde Guerre mondiale où ils n'ont pas collaboré, les musulmans. Au contraire, il y avait des imams qui planquaient des juifs pour pas qu'ils se fassent arrêter par la Gestapo allemande. Donc, on ne collaborait pas avant et on ne collabore pas maintenant. On a toujours été loyaux à la France et on restera toujours loyaux à la France. Le seul problème, c'est que la France va falloir qu'elle reconnaisse que les musulmans ont toute leur place en France. Et que ce n'est pas parce que Gérald Darmanin ou Manuel Valls ou X ou Y ministres ont décidé de dire que les femmes n'avaient plus le droit de faire du sport qu'elles ne pourront pas faire de sport. C'est parce qu'on a décidé de fermer toutes les mosquées que toutes les mosquées vont fermer. D'ailleurs, je rappelle que mon confrère Guez, qui fait un travail exceptionnel par ailleurs, et que je salue pour la même occasion, parce qu'il faut savoir saluer le travail des confrères, qui sont eux au charbon, tu vois, qui eux fritent leurs responsabilités, effritent leurs responsabilités devant les juges tous les jours, juste pour défendre le peu de liberté publique qui nous reste. Eh bien, eux, ils ont gagné tant pour la mosquée de Pessac que pour la mosquée, je ne sais plus c'est laquelle la deuxième mosquée, mais il y a une mosquée là, qui vient de rouvrir. J'ai vu ça, je ne me rappelle plus c'est laquelle. Mais en tout cas, ces deux mosquées ont rouvert et elles avaient été initialement fermées par le biais de cette loi que mon autre confrère, Raphaël Kempf, que je salue aussi au passage, aurait appelé une loi scélérate, sans contournement aucun, j'en suis certain. Et donc, voilà, en fait, il suffit de dresser un constat et il faut aussi qu'on se dise qu'aujourd'hui, les musulmans en France, ben, c'est des avocats, c'est des médecins. Donc, ils vous défendent. Ils défendent les Français. Ils soignent les Français. Tu vois ? C'est des chirurgiens. Encore une fois, ils soignent les Français. C'est ceux qui vont être sur le front sanitaire quand il faut.
Donc, c'est des médecins qui sont loyaux, tu vois, aux politiques gouvernementales, aussi bancales qu'elles soient. Et donc, c'est aussi vos conseillers en gestion de patrimoine, c'est vos conseillers financiers, c'est ceux qui gardent vos enfants. Donc, c'est des gens qui sont partie intégrante de la société. Et si on ne comprend pas que si on passe notre temps à les exclure, à les rejeter, à les exclure, à les rejeter, bah à la fin, on va complètement griller le peu de tolérance que l'on a et on va vivre dans un pays où c'est un pays de haine, quoi. Et c'est pas Ouais. ça que personne ne veut que la France se change en pays de haine. On ne veut pas revivre des années sombres de l'histoire de la France. Et encore une fois, je pense que les musulmans de France ne se lèvent pas tous les matins en se disant euh, le RSA, combien de parents je vais pouvoir mettre au RSA pour pouvoir gratter les aides de l'État, combien de dallos je vais pouvoir. Parce que c'est ça les lieux communs. Hein. C'est ouais, les Arabes et les Noirs et les musulmans, bon, on mélange tout, on met tout dans la même case, tu vois. Bon. Et c'est eux qui mangent, c'est eux qui prennent le plus de RSA, c'est eux qui font plus ceci, c'est eux qui font plus cela. Et puis on oublie que la grande majorité sont un peu les actifs quand même, ceux qui contribuent à l'économie, hein, les immigrés, etc. Heureusement qu'ils sont là hein, pour faire le ménage à 5 heures du matin parce qu'il n'y a pas grand monde, ça ne poussera pas au portillon pour pouvoir aller le faire. Et donc tu vois que en fait, il y a une espèce de rejet. Ce rejet, il est essentiellement, c'est un rejet de caste, c'est-à-dire c'est pas un rejet qui vient du bas de la population, c'est un rejet qui vient du haut, c'est un rejet d'élite, d'accord. C'est un rejet de salons parisiens qui se retrouvent entre eux et qui se font des petites lettres de morale entre eux, tu vois, et qui se disent, voilà, oh les femmes voilées, oh là là, c'est pas bien, tu vois. Et puis ils se renvoient l'ascenseur comme ça, il y en a un qui fait une déclaration, puis il y en a un autre qui va rebondir là-dessus. Puis c'est intéressant le fait musulman en France. Dès qu'il y a un petit problème, un petit McKinsey qui traîne par-ci par-là, des petits scandales de corruption, des petits Daniel Abad avec des problèmes, etc. Hop, on sort une petite question de voile. Là, c'était le gouvernement a tenté. Hein. C'est pas ce gouvernement, je ne sais pas si c'est lui en particulier. Je ne voudrais pas diffamer personne, si tu vois ce que je veux dire. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il y a un grand scandale, un petit fait musulman qui sort, un petit burkini qui voit le jour. Là, récemment, on a rediscuté de la légalité du burkini, alors qu'il y a un arrêt du Conseil d'État qui a tranché la question depuis des années déjà. Tu vois Et on revient à la charge avec le burkini, le ceci. Et donc, on maintient les musulmans dans une espèce de spirale de laquelle moi j'ai décidé de sortir, par exemple. Tu vois, moi, j'étais très, très actif sur Twitter. Et en fait, je me rends compte que Twitter, c'est une machine à polémique et c'est une machine à créer. En fait, c'est un réseau social où tout le monde se parle qu'entre eux et finalement qui n'est pas là. Tu es là, tu veux créer du following et donc tu veux toujours avoir la punchline qu'il faut, tu veux toujours aller plus loin, etc., etc., tu vois. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce qu'on nous enferme dans ce jeu-là. On nous enferme dans le jeu du islamiste répond, voilé répond. Tu vois, on nous enferme dans le jeu du chat et la souris. C'est le serpent qui se mord la queue. On tourne toujours en rond. Alors, on est là, polémique. Ça fait 10 ans qu'on est en train de parler de ça, mais les parents accompagnateurs, ça va revenir. Tu vois, parce que là, il y a un monsieur qui a été nommé au ministre de l'Intérieur. Et puis, on va lui poser la question. Mais qu'est-ce que vous pensez? Tu sais, ça va être Apolline de Malherbe, ou vous nous sortirez tu vois, lors d'une matinale où Jean-Jacques Bourdin, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, des femmes voilées qui accompagnent nos enfants? C'est républicain, ça ou pas? Tu vois, bah, voilà, ils vont nous sortir ça. Puis le ministre, il va être là, pris au pied levé, il va être obligé de répondre que bon, il va faire un ni oui ni non, tu vois. Et puis après, c'est reparti, la machine médiatique qui repart. Derrière, tu vas avoir un petit Pascal Pro qui va convoquer un heure des pros où on va parler que de ça, avec des petits chroniqueurs comme Mathieu Bocoté qu'on a récupéré du Canada, Alexandre Devecchio qu'on récupère du Figaro, Raphaël Enthoven qui raconte absolument n'importe quoi sur les réseaux sociaux.
et puis un petit Gilles Clavreul, allez, ancien préfet pour, tu vois, pour faire monter la dose. Et bon, en fait, ce que je veux te dire, c'est que toutes ces choses-là, en fait, nous maintiennent dans cette espèce de répétition des scénarios préécrits, tu vois. Et donc, il faut sortir de ça et se dire que, écoutez, nous, on n'a pas de temps à perdre avec la polémique. On est là pour travailler pour la France. Euh, Moi, par exemple, j'ai arrêté de polémiquer. Bon, je fais toujours deux, trois remarques de temps en temps quand c'est abusé. Je vais sur Twitter et puis je lâche un ou deux tweets. Mais j'essaye de rester quand même beaucoup plus en arrière-plan maintenant. Et donc, je préfère, tu vois, aider la France en ramenant des Américains, des investisseurs en France qui vont contribuer au rayonnement de la France, qui vont contribuer à embaucher des gens, qui vont contribuer à apporter un peu de cash dans une économie qui est en train d'être vampirisée et qui vont contribuer au PIB de la France, qui vont contribuer au fait que nos familles, ma famille, ta famille, d'autres familles, des familles de Français puissent manger, tu vois, à la fin du mois, manger Ouais. dignement à la fin du mois. Et donc, voilà ce que moi, je veux faire. Et je pense que c'est que comme ça qu'on va contribuer au rayonnement de la France, qu'il n'y a aucun intérêt de se mettre contre ou pour un gouvernement. De toute façon, si c'est dans l'agenda politique, ils vont nous le balancer. Et puis les musulmans ne semblent pas être en honneur de sainteté dans aucun gouvernement que ce soit. Et donc, on va avoir droit à nos polémiques. Et quand ces polémiques viendront, on répondra, mais on répondra avec la dignité qu'il nous faut. C'est-à-dire qu'on répond et puis après, on passe à autre chose, quoi. Tu vois, on n'est Mhm. pas là à tergiverser pendant 4 jours sur Burkini ou pas Burkini, tu vois. Alors que bon, il y a un Ouais. arrêt du Conseil d'État sur la question. Et donc, voilà un peu, moi, ma position maintenant. Je pense Ouais. que il est révolu le temps où on est simplement ventousé par les polémiques, tu vois. C'est fini ça. Maintenant, faut arrêter de rentrer dans le jeu. On a compris le game, hein, comme on dit. Mhm. Et c'est pas en entrant dedans et puis en jouant avec les règles des médias qu'on va le comprendre. Ton Mhm. podcast, par exemple, c'est un excellent moyen de faire communiquer une parole un peu différente, qui, même si elle est véhiculée à 5 personnes, je te le dis tout de suite, c'est déjà 5 personnes de récupérer, tu vois. Donc, et ce que je veux dire, c'est que voilà, il est fini le temps où on répond aux polémiques. Il faut. Mais du coup, est-ce qu'il y a vraiment des solutions pour aider, enfin, pour changer un peu la situation des musulmans, tu penses, ou il faut vraiment juste ignorer les polémiques et juste, en gros, entre guillemets, si j'ai bien compris, faire sa vie, essayer de contribuer comme on peut, et puis ne pas essayer de trouver des solutions? Écoute, je pense qu'il y a une chose qui est assez révélatrice de ce qui est en train de se passer en France, c'est les élections municipales. Ouais, Quand tu regardes les dernières élections municipales et que tu regardes le nombre de personnes qui s'appellent Mohamed ou Ahmed ou Mamadou, ou peu importe, je rentre dans les clichés, mais qui sont sur les listes aujourd'hui d'élus, d'opposition ou de majorité, ou du maire, qui ouais, soient, eh ben, tu serais vraiment étonné. Mais tu penses que les gens vont en rester là? Tu penses que ces gars-là qui ont récupéré des mairies, etc., ils vont en rester là? Non. Ça va monter un jour, si ce n'est pas nous, c'est nos enfants. Je veux dire, ce contre quoi ils se battent est inévitable. Tu ne peux pas changer une démographie. Tu ne peux pas changer la volonté des musulmans de France à s'intégrer de plus en plus, à avoir de plus en plus de diplômes, à être de plus en plus qualifiés, à rentrer dans plus en plus d'écoles, à entrer dans plus en plus. Regarde, hier, j'ai récupéré j'ai une cliente, je regarde son parcours, elle a fait Polytech. Tu vois, mhm, combien de temps on va se battre contre la diversité? On ne peut pas se battre éternellement contre la diversité. mhm. Et il va falloir à un moment donné que l'establishment français reflète le peuple français. Tu vois. Et donc, moi, je pense que naturellement, ce combat, on l'a déjà gagné. Maintenant, le truc, c'est qu'on passe dans une phase où on essaye de décrédibiliser, mais quand on décrédibilise, c'est qu'on a peur, et que si on a peur, c'est qu'on voit l'événement arriver.
Tu vois. Et l'événement arrivé, c'est un raz-de-marée de la diversité qui va récupérer tous les postes clés de l'État. Et qui, j'espère, et tu verras, ils vont mieux gérer que notre gouvernement actuel. Si on nous donnait les clés de l'État, je t'assure qu'on retrouve une croissance et puis on gère mieux l'État que les zigotos qui sont au pouvoir actuellement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est inévitable. Je pense qu'on y arrive. Aujourd'hui, on y arrive. Et on va y arriver de plus en plus. Et qui nous mettent des Zemmour, voilà, Zemmour, ils nous l'ont mis, il a fait quoi, Zemmour 7%, tu vois. C'est pas non plus, il se présente comme le gars qui parle au nom de tous les Français. Tu vois, dès qu'il parle, Zemmour, tu as l'impression que c'est la France, c'est la France qui parle, tu vois. Mais le mec fait 7% aux élections. Donc, bon, tout est relatif, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même 60% de Français qui votent pas. Donc, ces 60% de Français qui ne votent pas, tu peux bien te douter que la raison pour laquelle ils ne votent pas, c'est quand même parce qu'il y a une crise démocratique sans précédent, parce qu'ils ne sont pas contents de le pouvoir en place. Tu vois. Et donc, je crois que, tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il faut répondre dignement, parce qu'il faut répondre quand notre religion est concernée. Hein. Et quand on nous dit vous ne devez pas prier 5 fois par jour, bah, il faut répondre bah, si, on va prier 5 fois par jour. Les mosquées, c'est un peu fait pour ça. D'accord. Et puis si on utilise des baux amphithéotiques et vous vous plaignez à longueur de journée qu'on prend l'argent public alors que ce n'est pas vrai, bah, à ce moment-là, il faut bien qu'on prie 5 fois par jour. Il faut bien qu'on les utilise, ces mosquées. Sinon, ça va être mais les mosquées sont vides, vous avez affecté des mosquées à tout le monde et puis il n'y a personne qui vient. Bon, bref, c'est vraiment. Et donc, il faut répondre dignement lorsque la dignité de notre religion est attaquée, ça c'est certain. Mais il faut aussi savoir répondre quand la dignité de la France est attaquée. Et je pense que les musulmans y répondent, tu vois. Et je crois vraiment que le pouvoir, l'élite, se méprend à considérer que l'élite musulmane pratiquante est une élite qui est infidèle à la France. Je pense que vraiment, c'est la plus grosse erreur de calcul politique qu'on ait jamais fait sous la cinquième. Bah, l'une des conséquences, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans maintenant qui sont partis de la France ou qui songent à partir. Bah, regarde, toi, tu es déjà parti. Je ne sais pas si c'est inclus dans tes raisons du climat social en France. J'imagine que ça en fait un peu partie. Mais voilà, il y a des conséquences quand même qui sont terribles et qu'on peut déjà voir. Bien sûr. Les gens disent, mais quitter la France au moment où il faut se battre, c'est vraiment déserter, tu vois. Beaucoup de gens me disent ça aux gens qui quittent la France. Sauf que je ne pense pas que toi comme moi, on n'a pas quitté la France. Parce que si tu fais ces podcasts depuis Singapour, c'est que quelqu'un ne les fait pas à Paris. Et donc, tu es en train d'occuper un espace de libération de la parole où quelqu'un peut enfin s'exprimer sur ce qui arrive en France sans qu'on soit interrompu toutes les 3 minutes et qu'on nous fasse un procès d'intention d'islamistes en puissance. Mais c'est vrai. Et moi, j'ai l'impression que vraiment, la majorité des musulmans, dès qu'on parle à la télévision, dès qu'on veut aligner deux mots, on est soit considéré comme des imams radicaux qui veulent partir en Syrie, soit considérés comme des infidèles à la France, puissance 18 millions, soit comme des anti-républicains primaires, alors que pas du tout, quoi. On est tous éduqués à l'école de la République, on est tous super contents du système d'éducation nationale, et on nous fait passer pour les pires chantres de l'anti-républicain. Tu vois, c'est à se faire des nœuds au cerveau, quoi. Je pense qu'en étant à l'étranger, les gens qui nous disent, pour revenir sur mon idée initiale, que vous quittez la France au moment où justement il faut se battre pour nos idées, etc., faudra leur dire aussi que De Gaulle avait quitté la France pour aller en Angleterre et pour mener pour revenir contre l'occupation allemande. La résistance. La résistance, exactement. Et donc, la question ici, je pense que c'est qu'on n'est pas à une étape aussi cruciale de l'histoire où on est entré en voie de résistance, mais en tout cas, on est en résistance idéologique pour pouvoir maintenir le peu de liberté républicaine qui nous reste. Tu vois. Et ça, la France ne pourra que le comprendre
que si elle fait l'effort d'écouter ce qu'on a à lui proposer. Et je pense que, je le répète un peu, parce que je pense que c'est la plus grosse erreur stratégique que la France ait faite, c'est de considérer que les musulmans pratiquants sont des infidèles à la France. Je pense que c'est la plus grosse erreur stratégique qu'on n'a jamais commise en France et puis sous la Ve République. Je pense qu'on a commis une grosse erreur en pensant en mettant tous les pratiquants d'abord dans le même lot, et puis C'est même pas ça va. pratiquant, c'est visible en fait. Tu portes le Ouais, voile, voilà, quelque chose qui soit visible en fait, exactement. c'est diabolisé directement. Exactement. Très bien. Assez, je voulais juste revenir sur un point, on en avait parlé au téléphone il y a quelques jours. Tu me disais que tu regrettais un peu de t'être impliqué trop tôt dans cet activisme, si on peut appeler ça comme ça. Si c'était à refaire, en fait, tu commencerais plus tard. Tu t'armerais plus d'abord et tu commencerais plus tard. Est-ce que tu peux commenter un peu ça pour avoir un peu ton retour d'expérience à ce sujet-là? En fait, je pense que s'engager dans une cause suppose d'avoir un bagage suffisamment et puis des épaules suffisamment larges pour pouvoir encaisser ce qui se passe. Parce que nécessairement, quand tu t'engages dans une cause, par exemple, défendre les libertés publiques, particulièrement ce qui se passe vis-à-vis des musulmans en France, bah, tu sais que tu vas être attaqué, mais de tous les côtés. Mhm. Et donc, attaquer de tous les côtés, ça veut dire ta vie professionnelle, ta vie personnelle, tout ce que tu fais passer au crible, les moindres faits et gestes scrutés par Twitter et la place publique, tu vois. Et Mhm. c'est un tribunal, Twitter, hein, maintenant. C'est devenu à lui seul une juridiction de première instance, on a l'impression. Et puis, donc, du coup, tu passes ton temps à être dans une sorte de dépendance psychologique de tous ces réseaux sociaux. Et donc, il y a une sorte d'engrenage, tu vois, que Mhm. si tu n'as pas l'expérience, si tu n'as pas le bagage, si tu n'es pas installé dans ta vie, si tu n'es pas installé professionnellement, si tu n'es pas, tu vois, si tu ne tiens pas, si tu es un monstre au pied d'argile, c'est-à-dire que tu es très bon dans ce que tu fais, mais que tes fondations sont un peu fragiles, et je pense que ultimement, tes pieds vont se casser la gueule et puis tout ton combat va se casser la gueule avec. Mhm. Euh, il y a des moyens d'éviter que le pont, si tu veux, avec les piliers un peu fragiles, s'effondre, mais c'est difficile quand tu t'es déjà lancé dans le truc. Revenir en arrière, c'est un peu compliqué. Donc moi, je dis toujours à tous ceux que je vois, c'est attendez avant de vous engager dans des causes à fond et puis d'écrire des tweets et puis de manifester de manière passionnée votre point de vue, etc., de Ouais. vraiment réfléchir avant d'écrire quelque chose parce que vous savez que demain, quand vous allez vraiment vous engager en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain, en tant qu'avocat, en tant que médecin, en tant que chirurgien, en tant que peu importe, en tant qu'ingénieur, en tant que peu importe ce que vous faites, quand vous allez vous engager dans la place publique, eh ben vous savez que ça va ressortir. Et c'est ressorti pour plein de gens. Tu vois qu'on a et puis c'est toujours quand ça ressort, c'est instrumentalisé. On sait très bien Mhm. que Myriam Pouchtou, on lui a ressorti des tweets, Menel, Ibtissem, on lui a ressorti des tweets. Enfin voilà, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et donc, face à cela, je pense qu'il faut davantage se focaliser quand on est dans nos 20-30 ans sur sa carrière. Et puis, une fois que l'on est bien assis, bien, on a Solide. solide, on a les reins solides. Et là, on aura, si nos reins sont solides, on aura les épaules suffisamment larges pour pouvoir supporter tout ce qui arrive. Mais on n'est pas en temps de paix, ça c'est certain. En plus, tu vois, aujourd'hui avec l'inflation, avec ce qui nous attend quand même, Macron parlait de chèque alimentaire, hein, je veux dire, c'est incroyable. Hein. Ce Ouais. qui attend l'Europe dans les quelques mois à venir est terrible. Et donc, si déjà, la première obligation, et ça c'est même dans le Coran, hein, et c'est même dans la pratique du prophète de l'islam, c'est que quand on faisait la charité, on ne donnait pas tout. On, Mhm. il y avait une part qui était à chaque fois pour les besoins
Mère. de foyer familial, exactement. Et donc, d'abord, assurer de l'eau potable et puis un dîner, un déjeuner décent à sa famille. Et puis après, une fois que ça c'est fait, rentrer dans l'arène et puis y aller. Et il y aura toujours quelqu'un, de toute façon, pour défendre le message de l'islam. Et, et, euh, et c'est pour ça que j'ai, d'ailleurs, moi, je voulais m'arrêter. Et puis au final, j'ai écrit Éric Zemmour et l'islam. J'ai pas pu m'en empêcher. Et parce que Éric Zemmour racontait n'importe quoi sur l'islam, et moi j'ai répondu factuellement à toutes ces inepties sur l'islam. Et d'ailleurs, il m'a jamais répondu et il me répondra jamais. Parce que ces gens-là ne cherchent pas à comprendre. Ils cherchent à briller sur le dos du polémique, sur le dos de trois phrases que l'on sort sorties de son contexte, etc. Et donc, et, et donc voilà, on est face à une société qui est comme ça. Et donc, moi, mon conseil, c'est toujours d'abord de s'endurcir professionnellement et après de rentrer dans l'arène. Ouais. Très bon conseil, Barakallahu. On voit que tu es toujours actif. Donc, même maintenant, tu essayes d'aider même à distance. Tu as des cas, même, je pense, dans le pénal, même parfois, tu défends des clients sur des sujets qui t'intéressent, si c'est les musulmans. Et tu restes assez actif, même si c'est un différent type d'activisme qu'auparavant. Comment est-ce que tu fais pour toi garder ta motivation à ce sujet-là? Parce qu'on pourrait se dire, tu pourrais juste te focaliser sur ton travail, faire vivre ta famille, t'arrêter à ça, mais tu décides quand même de continuer à te battre à ton échelle. Comment est-ce que tu fais pour garder ta motivation? Il y a deux choses qui me motivent, principalement. D'abord, je me dis qu'on vit dans un pays qui est quand même fabuleux, où on a de grandes libertés publiques et qu'il ne faudrait pas les perdre. Et que nos pays, les pays musulmans, les pays de nos parents, ne sont pas des modèles en la matière. Tu vois, en termes de liberté religieuse, en termes de plein de choses, ils sont vraiment plus bas que tout, quoi. Ils sont en dessous de tous les principes élémentaires que l'islam a mis en place. Et donc, on vit dans des pays où on a eu la chance de s'éduquer, on a eu la chance de grandir dans un environnement serein, et on a eu la chance d'avoir une éducation de qualité et des libertés de qualité. Et donc, on voudrait que ces libertés de qualité qu'on a eues, nous, soient naturellement transmises à nos enfants. On ne voudrait pas que nos enfants jouissent d'un moins bon environnement que nous. Et donc, quand on regarde nos enfants tous les matins, on peut se dire, on a essayé de faire quelque chose. Et que demain, si nos enfants nous questionnent en nous disant, mais est-ce que tu as fait quelque chose pour que justement on puisse pratiquer notre religion, on puisse leur dire, les regarder droit dans les yeux, est-ce que tu as fait quelque chose pour qu'en France, il y ait toujours les grandes libertés, vous aviez le droit de vous exprimer, vous aviez le droit de raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, d'aller critiquer la police, puis d'aller critiquer le gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu nous as laissé ces grandes libertés? Eh bien, au moins, on dira, on a essayé. On a fait notre maximum. Et puis, la deuxième, c'est l'islam. L'islam, en tant que tel, nous rappelle une chose, c'est qu'on va mourir. Et que ce qu'on va laisser derrière nous, ce n'est pas nos montagnes d'argent et puis notre carrière, et puis etc. Quand quelqu'un est mort, le lendemain, on l'oublie. Tu vois ce que je veux dire? Le lendemain, le compte Instagram est vidé de tout son contenu. Les Twitter, c'est fini. Il reste là où il est. Tout est figé, tout est fini. Un petit mot, la Salatul Janaza sera à tel endroit, à telle heure. Celui qui veut venir vient. Et puis voilà, c'est fini. Mais ce qu'on laisse derrière nous, dans la religion qui est la nôtre, c'est nos actions. Et ce qu'on a pu faire, nos bienfaits. Et ce qu'on a pu apporter et contribuer à faire en sorte que l'on vive dans un monde de paix. Parce que Dieu dit dans le Saint-Coran, ceux qui œuvrent pour la paix ne seront jamais égaux à ceux qui œuvrent pour la guerre et la destruction. Et donc, il nous enjoint à faire en sorte que la terre soit un havre de paix pour l'humanité. Et donc, œuvrer pour ce que le Coran a dit et pour ce que le prophète de l'islam et ses compagnons ont vécu toute leur vie, ont connu la dureté de la famine, de la guerre, puis de la famine, puis de la guerre, puis des persécutions, puis de la guerre, puis de la famine,
puis ils sont revenus, il a perdu ses enfants, etc. Il faut bien qu'on fasse honneur au digne prophète qui était le saint prophète Mohammed. Il faut qu'on lui fasse honneur, parce que si on ne lui fait pas honneur, on ne se fait pas honneur à soi-même. Quand un père, il a tout donné pour ses enfants, et que derrière, tu regardes ton papa et tu lui dis, bon, vas-y, on verra plus tard, tu vois. D'abord, laisse-moi gagner des millions et des milliards, tu vois, et puis après, on verra. C'est l'insulte suprême, tu vois. Le saint prophète, c'est notre père à tous. Et Dieu était son imam suprême. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'honore pas le saint prophète, on n'honore ni nos parents, ni le prophète de l'islam, ni notre religion, ni rien du tout. Regarde, ce que le prophète il nous a enseigné, c'est très simple. C'est écoutez, ne soyez pas ingrats les uns envers les autres, respectez-vous les uns envers les autres, soyez solidaires. Un blanc ne considère pas un non-blanc ou un arabe ne considère pas un noir comme supérieur et vice-versa. Un noir ne considère pas un arabe supérieur. Un principe de non-discrimination universel et absolu. Il a dit respectez, soyez loyaux envers vos gouvernements et envers votre patrie. De quoi on a discuté pendant 1h30? C'est de loyauté envers la France. Et que, en fait, la loyauté envers la France est en rien incompatible à notre loyauté envers notre religion. Et c'est ça que il faut que les gens le comprennent. C'est que le prophète de l'islam, c'était pas un petit prophète qui est venu, qui a fait son temps, qui a dit vas-y, on fait la guerre avec tout le monde et qui est reparti. Non, pas du tout. C'est un prophète qui a apporté un message immense, immense, qui a été considéré comme étant le premier législateur, le premier personnage historique qui a permis de créer une législation au monde. On ne parle pas de n'importe qui. Et donc, nous, ce qui nous reste à la fin, c'est notre père spirituel. Et c'est la raison pour laquelle les Français parfois ne le comprennent pas. Mais c'est la raison pour laquelle nous, on devient fous quand il y a des caricatures. C'est pas parce que les gens dessinent le prophète de l'islam, etc., etc. C'est parce que, en fait, ça nous fait mal comme ça fait mal à un fils de voir que l'on a insulté son père. Et donc, c'est cette relation patriarcale que l'on a vis-à-vis du... patriarcale, ce n'est pas le mot, mais c'est cette relation de père en fils que l'on a avec le prophète de l'islam qui fait qu'aujourd'hui, nos combats ont du sens, notre religion a du sens, et que si on ne défend plus notre religion, ben on ne défend plus notre dignité. Et ça, je sais que tout musulman, on ne le défend pas de la meilleure manière, parfois. On le défend de manière diverse et variée, en s'exprimant parfois avec de la haine, parfois avec de l'énervement, parfois avec de l'agacement, parfois en brûlant des trucs, etc. C'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on devrait l'exprimer. Quand je dis qu'il faut défendre l'islam, c'est qu'il faut le défendre avec dignité. Il faut le défendre comme le prophète de l'islam avait défendu l'islam. Quand les jeunes de Taïf avaient jeté des cailloux sur le prophète de l'islam, il n'avait pas demandé à ce que les deux montagnes se rabattent sur elle, sur cette ville, et qu'elles soient détruites. Au contraire, il avait demandé de les pardonner. Donc, il faut qu'on comprenne que notre travail, c'est une gymnastique intellectuelle qui est compliquée, mais c'est de pardonner et puis de revenir au combat. Pardonner et puis revenir au combat. Pardonner et puis revenir au combat. Parce que ça a été toute la vie de notre bien-aimé prophète et c'est cet exemple et seulement cet exemple que nous devons suivre. Donc, voilà pourquoi voilà deux raisons pour lesquelles je pense que il faut continuer le combat, il faut rester motivé et je reste motivé tous les jours. Merci beaucoup, Asif. C'était une réponse très complète. On va terminer par 2-3 petites questions que j'ai l'habitude de poser en fin d'interview, Asif. Est-ce que tu as des routines quotidiennes ou qui reviennent souvent qui te permettent de garder la pêche, garder la forme, t'entretenir ou progresser? Alors, c'est en dents de scie, j'essaye de faire assez régulièrement une activité sportive. J'essaye d'avoir des heures de travail très fixes et de m'assigner des objectifs tous les jours pour, tu vois, sur ce genre de petites fiches où je m'assigne tous les jours des objectifs à remplir au niveau de mon boulot.
et donc qui me permettent de garder euh, un peu c'est comme à l'armée, quoi. Hein, Ouais, mais ça te permet de rester vraiment focus. focus et concentré sur tes objectifs. Et puis surtout, toujours dans la journée, je regarde les réseaux sociaux et j'essaye de rentrer en contact, je me dis tous les jours, avec une nouvelle personne avec laquelle je pourrais discuter, elle pourrait m'apporter quelque chose, ou tu vois, dans le milieu professionnel, hein, c'est-à-dire Ouais, sur LinkedIn principalement. sur LinkedIn principalement, parce que bon, c'est le réseau social qui est le plus décent jusqu'à présent. Euh, Hmm. et là où on peut, tu vois, essayer de s'entretenir professionnellement. Et puis par ailleurs, comme je fais un métier qui est très solitaire, le métier d'avocat, j'essaie très souvent d'avoir plusieurs fois par jour des confrères au téléphone avec lesquels je parle, j'échange toujours de mes dossiers, de ceci, de cela. Mais avec Hmm. les années, on se fait des amis et puis bon, on se parle régulièrement. Donc voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu as des recommandations de livres, de références qui t'ont particulièrement marqué que tu voudrais partager? Écoute, je pense que un des livres que je voudrais partager, c'est le livre de Thomas Deltombe qui Mhm. s'appelle L'islam imaginaire, la construction de l'islamophobie en France. Et je crois qu'il remonte à 1900, je sais plus combien, jusqu'à 2005. Et en fait, il reprend toutes les coupures de presse, tous les médias télévisés, etc. Et il démontre comment on a créé de toutes pièces l'islamophobie en France. Ça, je pense que c'est un ouvrage fondamental pour comprendre la société de l'image et Oui. comment cette société de l'image instrumentalise le fait musulman. Le deuxième bouquin que je conseillerais, c'est le bouquin d'Edouard W. Saïd, qui est Ouais. l'orientalisme. Edouard Saïd. Edouard Saïd, qui est un excellent bouquin. Bon, il a écrit beaucoup d'autres bouquins, la question palestinienne. Bon, il avait des engagements divers et variés, mais l'orientalisme reste quand même, je pense, son bouquin majeur qu'il faut à tout prix lire. Et puis voilà. Qui a un grand impact. Ouais. Voilà. D'accord, très bien. Bah, je mettrai ça en commentaire. Est-ce que tu as un lien où on peut retrouver tes livres, les livres que tu as écrits, toi? Ouais, alors on peut les retrouver sur la Fnac, à peu près Ok, la totalité de mes bouquins sont sur la Fnac, donc je pense que ils ok, sont disponibles sur la Fnac, ils sont disponibles sur le site de l'Harmattan. Comme je suis éditeur chez eux, vous pouvez les retrouver sous mon profil. Et, ok. et voilà, si vous voulez voir comment je réponds à Zemmour en 70 pages, même pas, Mhm. ça se fait rapidement, c'est simple, rapide et efficace, quoi. Il n'en faut pas plus. Il n'y en a pas plus, exactement. D'accord. Et dernière question, si un auditeur ou une auditrice souhaite suivre ton travail ou bien s'ils ont une question à te poser, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Alors, je suis assez accessible, hein, tu l'as vu, Abdelrahman, toi-même, Ouais. sur LinkedIn, sur Twitter. Bon, sur Twitter, beaucoup moins maintenant, honnêtement. J'essaye de rester à jour beaucoup plus sur LinkedIn maintenant. Ouais. Euh, et puis, bon, j'ai Facebook aussi, où je réponds généralement assez rapidement. Ok, très bien. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, bon, c'est. Mais Instagram, il faut me contacter sur la. Parce que j'ai pas de page personnelle, c'est juste la page de mon cabinet, donc il faut me contacter via mon cabinet. Très bien. Bah, écoute, Asif, c'était un échange que j'ai beaucoup apprécié. Je pense que ce que tu fais, c'est vraiment bien. Chaque année, depuis 2014, quasiment, tu écris un livre, tu restes actif, machallah. Tu apprends de ton expérience et tu essaies de modifier un petit peu, d'arranger un peu ton activisme et comment tu restes actif. Et je pense que c'est un exemple de comment est-ce on peut être à la fois développer sa carrière et être actif. Je pense que tu dois fournir un énorme travail derrière. Souvent, déjà, rien que d'être avocat, je peux voir parce que ma femme est avocate, je peux voir le travail qu'il faut fournir derrière. Donc, je te dis chapeau bas et je prie Allah qu'il te facilite, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Et merci beaucoup. Et c'était un échange aussi que j'ai eu le plaisir de faire avec toi. J'ai eu le plaisir de faire ta connaissance il y a peu de temps et ça fait plaisir de voir que on a un média qui ressemble à Thinkerview euh, en,
façon musulmane. Et moi, je ne le savais pas. Et donc, maintenant, quand tu m'enverras le lien, je regarderai évidemment toutes les vidéos que tu as pu faire avec les différents intervenants et je me ferai une joie de le partager aussi avec qui de droit. Merci beaucoup, Asif. Je te dis à bientôt, pourquoi pas à LA, Los Angeles, si je passe par là-bas. Et si tu viens dans le coin en Asie du Sud-Est, Singapour, n'hésite pas à me texter. C'est loin, on va dire c'est loin. C'est vraiment l'autre bout de la planète, vraiment l'opposé, quoi. Déjà qu'en France, j'ai du mal à y aller. Je voulais y aller de manière régulière et puis revenir de manière assez fréquente. Et là, avec le Covid, etc., bon, ça s'est un peu tassé. Ouais. Mais si je passe, je te fais signe. En tout cas, Asif, c'était encore une fois un plaisir. Je te dis à très vite, Inch'Allah, et porte-toi bien. Salam alaikum. Ouais, comme ça. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.